Bonjour, je m'appelle Reis Amin. Je suis thésard doctorant en contrat CIFRE au CSPO et l'entreprise Mayos. Pour ceux qui ne connaissent pas, CSPO, c'est le Centre d'études spatiales de la biosphère. Mayos, c'est une petite start-up toulousain. Mayos pour Map Earth Observation Satellite Service. Pour juste commencer, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour présenter mes travaux de recherche. Pour cette journée dédiée à l'intelligence artificielle et à la télédétection. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cartographie d'irrigation et présenter quelques résultats de mes travaux de recherche. Donc, voilà. Pour parler de contexte général, 69% de prélèvements de l'eau à l'échelle mondiale sont, sont utilisés par le secteur agricole, car l'irrigation est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires et dans un contexte, surtout dans un contexte de changement climatique, surtout quand on sait la différence entre une parcelle irriguée et une parcelle non irriguée, de même type de culture, c'est à peu près le double de rendement pour la parcelle irriguée. Et pour une meilleure gestion de ressources, en eau et pour améliorer notre connaissance sur l'irrigation, il faut des informations spatiales sur la localisation des étendues et des zones irriguées, la quantité, la fréquence, ça veut dire combien de fois cette zone a été irriguée, surtout avec le contexte de sécheresse qui frappe plus en plus ces dernières années. En France, pour l'année 2022, on avait 85 départements qui ont été soumis à un arrêté de sécheresse, à restriction de l'eau, avec interdiction d'irriguer. Dans ce contexte, plusieurs études ont montré l'importance de la télédétection comme un outil essentiel pour extraire l'information sur les zones irriguées, surtout la localisation, l'étendue, la fréquence. Plusieurs produits existent actuellement, mais le problème de ces produits, c'est leur résolution spatiale très faible, leur résolution spatiale grossie, sont restreints. Un obstacle à leur utilisation pour les gestions à l'échelle de petits territoires, à l'échelle régionale. Souvent, ces produits ont une résolution de l'ordre de 10 km, dans une grille de 2 km. Dans ce contexte, on a les constellations satellites de programme Copernicus, notamment le satellite Sentinel-1. C'est un satellite radar offrant un outil puissant pour la surveillance des zones agricoles dans des conditions climatiques et météorologiques différentes. L'avantage de ce satellite qu'il combine la résolution, les très haute résolution spatiale en pixels à 10 mètres et la résolution temporale pour les deux satellites jumeaux en Europe qui est équivalent de 6 jours, en deux polarisations VV-VH en bande C. L'avantage de radar en général, c'est le suivi de l'état hydrique de surface de sol. Je reviendrai là-dessus après. Et en combinant les données satellite Sentinel-1 radar avec les données optiques Sentinel-2 qui a une revisite temporale de 5 jours, une résolution spatiale similaire de 10 mètres, et c'est un satellite multispectral. L'avantage d'utiliser les données optiques, c'est de pouvoir suivre les états phénologiques du culture, irrigués, non irrigués. L'avantage aussi, que ces deux satellites fournissent des données en accès libre et gratuit. Donc, pour vous montrer quelques résultats et
et l'approche nous avons développée. Déjà, je vais vous montrer les résultats sur trois sites. Le centre Val-de-Loire 2017 et la région sud et plus précisément le bassin versant de Val de Dorance 2021 et la région Catalogne en 2018 et 2021 où on s'intéresse plus à des parcelles divines. Sachant qu'on travaille sur d'autres zones mais qu'on n'a pas encore explorées comme le Grand Est et le département du Gers et la Charente-Maritime. Pour revenir de l'importance de radar, pourquoi le radar est-il adapté pour la détection d'irrigation? Premièrement, c'est lié à l'une des questions qui était provoquée tout à l'heure, la question du nuage, couverture nuageuse. Le radar il a une capacité de traverser les nuages et de pénétrer la couverture végétale à certains stades phénologiques. Deuxièmement, avec les données radar, on peut détecter la variation d'humidité du sol. Parce que le coefficient de rétrodivision radar, il est très relié à l'état hydrique du sol. Donc, une augmentation de l'humidité du sol, de surface du sol SSM, due à un événement d'irrigation, va entraîner une augmentation de coefficient de rétrodivision radar sigma 0. Troisièmement, comme vous voyez sur cette carte, c'est la région sud. Avec les données Sentinel-1, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode ascendant, un mode descendant. Donc, si on combine les deux modes, vous voyez ici les orbites. Il y a un orbite ascendant, un orbite descendant. Donc, les deux satellites, ils font un premier passage en mode ascendant et après un autre passage en mode descendant. Donc, ça nous permet d'augmenter la fréquence d'acquisition radar à peu près 3 jours. Ça veut dire environ 10 images par mois. Donc, ça permet de mieux suivre la dynamique d'irrigation, surtout quand on sait que l'irrigation, c'est un événement instantané. Ça veut dire, avec l'analyse qu'on a fait, et il y a des articles qui ont été publiés là-dessus, l'effet d'irrigation sur la surface du sol et disparaître au bout de 3 jours. Donc, après la troisième journée, on capture plus l'effet d'irrigation sur le signal radar. Donc, le fait de pouvoir augmenter l'acquisition avec la nouvelle génération de satellites qui sont accès gratuit et libre, ça permet de mieux suivre les dynamiques de l'irrigation. Ici, je vous montre des études qui sont notre étude qui n'était pas encore finie sur la Catalogne. Vous voyez ici, c'est le graphique. Il montre une parcelle du vigne non irriguée. Donc, je répète, c'est une parcelle non irriguée. En bleu, c'est la précipitation. En rouge, c'est le coefficient de rétrodivision radar à l'échelle de la parcelle. Et en noir, c'est la coefficient de rétrodivision radar à l'échelle du gris où se situe cette même parcelle. Donc, on voit une fluctuation de signal radar qui suit la précipitation au début de l'année et en fin d'année. Par contre, en été, dans la période sèche, on a le signal radar à la fois à l'échelle de la parcelle et à l'échelle de gris qui sont stables. Stable, ça veut dire qu'il n'y avait pas quelque chose qui entraîne une augmentation de signal radar entre deux dates consécutives. Donc, c'est pour l'année 2018. Et ici, vous voyez un autre graphe qui représente une parcelle du vigne aussi dans le même endroit, dans le même zone et dans le même gris aussi. Une parcelle irriguée. Mais cette fois, on voit ici la même cohérence entre les deux signaux par rapport à la précipitation. Par contre, en été, la période sèche, on voit 2-3 pics qui sont ici. On suppose que ces pics sont dus à un événement d'irrigation parce que la seule chose qui peut entraîner une augmentation
de signaux radar entre deux dates consécutives. C'est soit l'augmentation de l'humidité du sol, donc dû à la précipitation, on est en été, il n'y a pas de précipitation, soit, et surtout que le signal radar à l'échelle du gris restait stable. Ça veut dire il n'y avait pas la pluie qui touche seulement la parcelle. Et donc, sur la région, le signal radar reste stable, mais par contre, à l'échelle de petites parcelles, la parcelle même augmente. Donc, c'est un événement d'irrigation qu'on peut détecter par analyse du signal radar et qui nous indique comment les algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle peuvent détecter une parcelle irriguée non irriguée, de celle non irriguée. Donc, pour ce travail, nous avons développé, pour la détection d'irrigation, nous avons développé une approche supervisée. Donc, pour faire appliquer cette approche supervisée, nous avons développé une chaîne de traitement qui s'appelle OSS, Optical Ansar Synergy. Cette chaîne permet de mutualiser le traitement, de bénéficier le maximum de données Sentinel-1 et Sentinel-2 pour les rendre équivalent de façon géométrie, de pixels, de traitement, de découpage. On fait tout en amont et on utilise, on dépend plus de radar que de l'optique. Donc, on n'est pas contraint de couverteurs nuageuses qui impactent les images optiques. Donc, on utilise ici, vous voyez une série temporale de VV, VH, VV, VH. C'est bon, ascendant, descendant. Donc, si vous voulez, matin, il y a une acquisition matin et une acquisition après-midi avec des indices spectraux. On extrait les statistiques ici à l'échelle de la parcelle. Ça veut dire que tous les pixels à l'intérieur de parcelle seront moyennés. Et ces séries temporales seront utilisées pour entraîner un modèle de machine learning avec des données in situ. Parce que quand on parle d'une approche supervisée, qui dit approche supervisée, dit de la nécessité de données in situ, de terrain, pour entraîner le modèle, entraîner le modèle à reconnaître et à distinguer entre une parcelle irriguée et une parcelle non irriguée. Après cette chaîne, il sort en première carte sur l'irrigation. C'est une carte binaire, irriguée, non irriguée, avec une autre carte de probabilité associée de chaque prédiction. Donc, vous voyez ici le résultat de première carte. Cette carte montre la région Centre-Val de Loire. On avait deux bases de données avec des parcelles réparties, dispersées partout dans la région. Donc, c'est ce qui permet de valider cette carte parce qu'on a des parcelles dans toute la région. On avait à peu près 2100 parcelles de référence. Ça veut dire on a l'information si la parcelle était irriguée ou pas. Et après, on a utilisé notre approche, on a appliqué notre approche pour classer, cartographier environ 250 000 de parcelles de grandes cultures, seulement grandes cultures, qui existent dans cette région. Vous voyez ici une carte sur le zoom ici. C'est la carte des irrigués, non irrigués, c'est le sortie de notre chaîne. En deuxième carte qui nous indique la probabilité associée, c'est entre 0 et 1, ou si vous voulez, entre 0 et 100. La confiance du modèle dans la prédiction de chaque parcelle. Après, vous avez ici les statistiques qui montrent la précision globale. Le CABA, la précision globale de cette carte était de 84%. Et vous avez ici les indicateurs et les métriques par classe, la classe irriguée, non irriguée. Notre deuxième territoire, c'est le bassin versant de Val de Rance. On a à peu près 1539 parcelles de référence avec des types de cultures divers. Au contraire, on a ici des maraîchages, on a des vignes.
Pour cet territoire, on a comparé trois méthodes. On a utilisé l'optique au sol, ça veut dire que les données optiques, les données radar et les données radar combinées avec les données optiques. On voit aussi que le résultat avec les données optiques atteint de 72%, avec le kappa un peu faible de 54%. Et le radar tout seul, on s'en sort bien avec le radar. On a un overall accuracy ou précision globale de l'ordre de 81%. Et avec une augmentation de 10 points sur le radar, sur le kappa, en combinant les deux, on n'augmente pas que la précision globale avec le radar et optique, mais aussi on augmente la confiance du modèle et avec le kappa de 0,73. Pour aussi, on a travaillé sur la détection des types de cultures, parce qu'on souhaite à la fin fournir d'informations complémentaires. Ça veut dire à l'échelle de la parcelle, on va fournir des informations sur le type de culture, quel type de culture, et si c'est irrigué ou pas. Et à la fin, on souhaite rajouter d'autres informations, toujours à l'échelle de la parcelle. Vous voyez ici la région sud. On a détecté, on a appliqué l'approche pour détecter toujours avec le radar et l'optique des types de cultures à l'échelle de la parcelle. Si vous voyez ici, on ne détecte pas ce qui est autour, la forêt ou la rivière. On s'intéresse à l'échelle de la parcelle pour détecter ces céréales, maïs, colza, etc. Donc, on a 11 classes variées entre les céréales, les grandes cultures, les prairies et les vignes vergers et les vergers. On a à peu près 173 000 parcelles qui ont été classées. La résolution, la précision globale de cette méthode atteint de 87,7% avec un très bon kappa de 0,83. Le résultat, l'analyse le résultat par classe, on voit que la majorité des classes, on a un résultat, on a une précision équivalent ou supérieur à 0,80, ça veut dire 80%. Pour parler un peu de perspective des travaux qui sont en cours, on est en train de travailler sur deux méthodes en parallèle. Le premier, on va explorer le potentiel de deep learning pour détecter l'irrigation. Le deuxième, on va essayer, on est en train de développer une approche semi-supervisée pour s'affranchir de la nécessité de données terrain. Pourquoi s'affranchir les données terrain? Les données terrain sont des données rares, d'abord. Ce sont des données coûteuses, ça coûte de l'énergie, de l'argent. Et on essaie avec l'analyse, une analyse au préalable, de pouvoir générer des données pour entraîner le modèle de manière synthétique. Et après, la troisième information qu'on souhaite rajouter à deux informations qu'on a déjà, type de culture et irrigué, c'est l'estimation du nombre de tours d'irrigation. Combien de fois une parcelle a été irriguée? Voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Reis. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Bonjour, Vincent Dulou, cartographie en agriculture. Je souhaiterais savoir comment vous avez justement acquis ces données de parcelles qui sont de référence, que vous avez données en alimentation à votre modèle. Donc, si j'ai bien entendu, c'est comment on a acquis les données de validation des données in situ. C'est ça la question. Les parcelles de référence que vous avez, les 2098 parcelles en Val-de-Loire, et oui. J'ai pas noté sur la Durance les 1539. Oui. Pour la Durance, on a des données, base de données ministérielle en accès sécurisé. Voilà, on peut pas, malheureusement, c'est pas en accès libre.
qui nous permettent de faire l'analyse et de développer l'approche. Pour le Centre Val-de-Loire, on a des partenaires, notamment le SMAVD, avec qui on a travaillé dans le cadre d'un projet SCO. Donc, c'était issu de tournées de terrain directement. Donc, il y avait 3 experts qui se déplacent dans le terrain pour acquérir cette information. Merci. Ouais. Bonjour, Franck Bellet de Bonjour. BRL Ingénierie. Je travaille sur les thématiques de l'agriculture et je m'occupe du SIG dans cette société. J'aimerais savoir si vous avez développé une chaîne de traitement comme le CS Bio l'a déjà fait pour d'autres thématiques, que je crois, pour la détection des cultures. Et est-ce que cette chaîne de traitement, si elle existe, elle est applicable à toutes les latitudes du globe terrestre? Merci. La deuxième question, c'était. Vous pouvez répéter la deuxième question? La deuxième question, c'est est-ce que cette chaîne de traitement, si elle existe pour la détection des cultures, est reproductible à toutes les latitudes du globe terrestre ou paramétrable pour qu'elle fonctionne à toutes les latitudes du globe terrestre? Oui. Merci. Donc, pour répondre, la chaîne de traitement, oui, nous avons développé une chaîne de traitement, il est appelé OSS. Cette chaîne de traitement appartient à l'entreprise Mayos et à l'équipe de recherche de CESBio. Cette chaîne de traitement permet de travailler à l'échelle de la parcelle, pas à l'échelle de pixels, on travaille à l'échelle de la parcelle, pour plusieurs avantages. Et nous avons pour l'instant testé cette chaîne dans plusieurs conditions climatiques. Ça veut dire Centre Val-de-Loire, c'est un peu c'est un climat humide, on peut considérer comme unique, aussi océanique. La région sud, c'est semi-aride. On a testé en Catalogne, le climat est aride. On a un projet encore en Afrique qu'on va déployer la chaîne là-bas pour tester, mais ce n'est pas encore fait. Donc, on pense que parce que notre chaîne, il dépend plus de radar qu'au l'optique, l'approche peut être applicable partout dans le monde où il y a des zones agricoles, mais c'est à valider. Parce qu'à plusieurs reprises, on a testé le radar tout seul et ça marchait très bien. Merci Raïs, on va rester là-dessus. Merci pour cette présentation.